Novak Djokovic écarté d'entrée à Indian Wells par VDZ en produisant un tennis cataclysmique. On va rentrer dans le détail de cette performance et se poser des questions sur l'avenir du Serbe. Zverev et Ruud éliminés, Draper XXL contre Fonseca et le retour de Brooksby, c'est le programme exquis de ton nouveau premier digest d'Indian Wells. Je suis très content de vous retrouver mes très chers goths. N'hésitez pas à claquer votre plus beau pouce et on attaque juste après ça. Allez, on attaque ce côté réseau avec le grand débat de ce début d'Indian Wells, la vitesse de la surface. Alors on le savait en préambule de cette Indian Wells, ils ont changé la surface, ils sont passés de Plexicushion à Lecold. Ça ne vous évoque rien, c'est pas grave. On va parler de vitesse, on va parler de CPI. Donc l'année dernière, nous étions à 36,9, vous le voyez juste à ma droite. On avait rehaussé la vitesse de la surface et cette année, nous sommes redescendus à 29,3, ce qui est à peu près le standard d'Indian Wells. Alors ok, très bien, ce sont des chiffres, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors déjà, il y a un écart, il faut le savoir, entre les cours. Il y a aussi un écart entre si tu joues l'après-midi sous le soleil et le soir avec une humidité un peu plus importante. Novak l'expliquait juste après sa défaite face à VDZ, je regrette le niveau du tennis que j'ai produit compte tenu de la façon dont je m'entraîne ces derniers temps. On va revenir en fin de vidéo sur la performance de Djokovic. La différence entre le court central et les autres cours est immense, nous livre-t-il. La balle rebondit sur le court central plus haut que sur certains cours en terre battue parmi les plus lents. Alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup de débats catastrophés autour de cette surface, avec aussi des joueurs qui sont pas du tout d'accord. C'est rapide, c'est lent, on n'a pas réussi à bien s'accorder parce qu'il y a beaucoup de conditions différentes au sein même de ce tournoi. Moi ce qui me dérange beaucoup plus, c'est l'uniformisation des surfaces, qui amène une uniformisation du jeu. Évidemment, on uniformise vers la lenteur, ce qui est un problème, mais là, revenir à la vitesse classique entre guillemets d'Indian Wells après un petit écart l'année dernière, je trouve pas que ce soit un scandale non plus. C'est pas le scandale du siècle. On rebascule sur Novak très rapidement dans ce côté réseau pour écouter ses propos après cette défaite. Et je trouve qu'il a livré 2-3 petites phrases qui génèrent une certaine forme d'inquiétude. Si vous mettez les choses dans une perspective plus large, j'ai eu une carrière incroyable en étant constant pendant tant d'années. Vous avez évidemment de grandes attentes envers vous-même. Vous savez, les choses sont évidemment différentes pour moi ces dernières années. C'est très compliqué pour Novak Djokovic depuis fin 2023, hormis ce titre aux Jeux Olympiques, le dernier titre de son Pokédex. J'ai du mal à jouer au niveau souhaité. De temps en temps, je participe à quelques bons tournois, je fais quelques bons tournois, mais vous savez, la plupart du temps, c'est un véritable défi, c'est une lutte pour moi, et on l'a senti encore hier contre VDZ, on va le développer en fin de vidéo. Au niveau mental, au niveau physique, il a du mal à convoquer sa concentration sur des tournois qui ne sont pas des tournois du Grand Chelem. Alors évidemment, tu as plusieurs façons de terminer ta carrière, ça peut se terminer sur un feu d'artifice, c'est très rare, ça peut se terminer sur 1 an ou 2 ans très pénible, un petit peu comme Rafael Nadal. Mais moi, Novak, il me fait un petit peu penser à la situation de Pete Sampras en 2001, début 2002, où tout le monde disait, tous les médias disaient, ah, il est terminé, il est finito, le gars, surtout en Grand Chelem, il va plus jamais y arriver. Rappelez-vous, Pete Sampras, en 2002, à Wimbledon, la défaite sur le Graveyard contre George Bastel, il avait réussi à se relancer à l'US Open et remporter le titre au nez et à la barbe d'André Agassi. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous croyez que Novak a encore ce grand chelem dans la besace et cette réaction d'orgueil du champion? On va revenir sur Djokovic d'ici quelques minutes, mais avant ça, un énorme coin tactique pour revenir sur les matchs essentiels de ce début de tournoi. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez rien manquer des temps forts, des meilleurs moments d'Indian Wells. On commence avec le match entre Alexander Zverev et Talon Griekspoor. Alors déjà, on a vu sur cette partie la difficulté énorme de servir des aces. On a un Zverev qui est à 8 aces simplement sur l'ensemble de la partie. Ça a duré 3 heures, on a eu 3 sets très accrochés parce que la balle rebondit très haut et surtout elle va ralentir bien sûr après l'impact sur le sol, et quand vous avez une position comme Griekspoor qui est à 4 mètres de la ligne de fond, eh bien vous avez le temps de voir venir. Le Hollandais qui est un habitué des tirages immondes depuis 1 an, mais qui est surtout un habitué des gigantesques chokes. On se souvient du match contre Zverev à Roland-Garros où il l'a carrément dans sa poche et il va finir par lâcher la rencontre. C'est un joueur tennistiquement, quand tu observes, moi je trouve que c'est l'un des 20 meilleurs joueurs du monde. Par contre au niveau mental, c'est ce qu'il freine depuis tant et tant d'années, et toujours chez lui cette volonté d'aller vers l'avant. Il est à 23 sur 35 au filet, une très belle main je trouve. Et ce qui m'amuse moi, c'est que il monte, mais tu sens que parfois il monte parce qu'il est terrorisé en fait, il a pas envie de jouer l'échange, mais il se dit voilà, j'y vais, je vais essayer de combattre ma nature de choker, on va essayer d'aller provoquer sa chance, surtout face à un joueur comme Zverev qui est particulièrement passif. Et en parlant de passivité, oh là 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 là, Zverev qui sert pour le match ici, qui doit remporter ce match 6-4, 7-5,
un petit peu contre toute attente parce que c'est pas forcément le scénario du match. Et là, regardez, hein, il va pousser ce coup droit, mais tel un poussin asthmatique, c'est lunaire. Il est sur l'ensemble de la partie à 14 coups gagnants en coup droit, 24 fautes directes. Et il a tellement de mal à réinjecter du rythme, tellement de mal à rester dans ses coups droits quand la situation se tend. L'un des temps forts de ce match, ça a été aussi et surtout les échanges entre Grigspor qui n'a fait que choquer et trembler et pas réussir à convertir ses balles de match et son clan, son équipe avec des mots un petit peu durs. Et on a parlé de Balls. Donc à un moment donné, il lui a dit mais arrête tes conneries là, tu l'as dans ta poche, tu vas le défoncer, c'est ton tour là, c'est à toi de remporter cette partie. Ce qu'il va finir par réaliser lors du tie-break de la troisième manche, Zverev qui va donner 2 énormes fautes directes en coup droit. Je suis très heureux de voir Grigspor commencer à remporter ce type de rencontre. Par contre, Zverev, avec la suspension de Sinner, on pouvait se demander est-ce qu'il va pas réussir à recoller sur la place de numéro 1 mondial. Il a fait un golden swing épouvantable en Amérique du Sud. Bon, il a blâmé le fait qu'il était un petit peu malade avec les fameux légumes d'Acapulco, mais voilà, un joueur qu'on attend toujours très fort en Grand Chelem, en numéro 1 mondial, et qui ne fait que nous décevoir. Autre déception pour Casper Ruud qu'on a perdu, je trouve, hein, depuis sa demi-finale à Roland-Garros où il a un virus intestinal. Ah, ça manque de jus, ça manque de peps, ça manque d'ancrage. Il est sur un ratio sur cette partie à -23 entre les coups gagnants et les fautes directes. Et on a vu surtout hein, chez le Norvégien, c'est un mal récurrent, un mal fou à faire des différences. Avec son revers qui est beaucoup trop gratté, mais aussi en coup droit, hein, il n'y a plus d'impact, il n'arrive plus à convoquer toute son énergie pour réussir des coups gagnants. Il en fait de temps en temps, mais c'est pas suffisant. Et j'ai remarqué aussi au niveau de la mobilité, au niveau du jeu de jambes, au niveau de la défense. Regardez, là, il est à la bourre sur ce coup. En plus, c'est pas un super défenseur, c'est pas un joueur qui a une main défensive extraordinaire. Il a besoin d'imposer son jeu, Casper, et il n'y arrive plus. En tout cas, sur la distance, en régularité, il avait fait un très beau tournoi à Dallas, mais là, on le retrouve à Indian Wells, perd sur Giron, c'est quand même une grosse défaite. Puis surtout, dans cette partie, un énorme manque de réalisme. On est à 0 sur 5 au niveau des balles de break lors du premier set, il est à 3 sur 11 au total. Et après, une belle réaction dans la deuxième manche. Moi, ce qui m'a sidéré dans le troisième, c'est qu'il s'est pris un mur dans la face, un mur physique, il n'y avait plus rien du tout, collection de doubles fautes. Derrière sa deuxième balle, il est à 21% simplement dans le troisième set, il va se faire breaker 3 fois, et physiquement, mentalement aussi, forcément, il y a des conséquences. C'est un joueur qu'on a un petit peu perdu, Casper Ruud, qui végète encore là, dans cette position de 5e mondial, mais heureusement que la terre battue arrive, hein, parce que sinon, ça risquerait de décrocher très très fort. En parlant de décrochage, le Medvedev but, mais qu'est-ce que c'était que cette horreur des rallyes épouvantables, sans rythme, pendant des heures et des heures. Ça a fait 2 et 2, mais ça a duré 7h50, cette histoire, ça a failli battre le record de Isner Mahut. Je plaisante bien sûr, mais regardez, en moyenne, les rallyes derrière le service, on est à 10 pour but, à 9 pour Medvedev. Lunaire. Parce que quand tu mets un mec qui pousse la balle de base dans des conditions de nuit, ça donne des matchs épouvantables. C'était pas épouvantable du côté de Stefanos contre Seboth Wild avec ici, et on l'a vu hein, sur cette partie, il a pas attendu lui, au bout de 2-3 coups, tout de suite il a essayé d'appuyer sur la gâchette avec ici par exemple ce magnifique revers long ligne, après avoir tanké 2 petits revers juste avant. On est en train de retrouver un Tsitsipas avec de très belles couleurs. On va pas parler pendant des heures de la performance de Brooksby contre Félix Auger-Gotissime, même si on pourrait, parce que cette espèce de réincarnation de Florian Mayer qui me régale personnellement. Je suis très content de son retour et de voir aussi à quel point il a toujours ce tennis disruptif, ses inventions, ses petits chocs bizarres, ses services tout poussés comme ça à 125 km/h, et puis tout d'un coup, tu sais pas pourquoi, il t'envoie une ogive ici par exemple pour aller breaker et cueillir Auger-Aliassime dans ce 9e jeu. Fabuleux. En parlant de fabuleux, quelle énorme performance de Draper hier contre Fonseca. C'était un match qu'on voulait observer avec beaucoup d'attention, d'appétit. On était curieux de voir si Fonseca allait pouvoir tenir le niveau de Draper qui clairement actuellement est capable de jouer top 10. C'est ce qu'il a prouvé hein, avec une stratégie intéressante. Donc plutôt que de donner des angles, des opportunités aux jeunes Brésiliens d'envoyer des pépites, on a vu le Britannique beaucoup forcer, appuyer très fort, long au centre, c'est super malin. Quand vous avez un puncher comme Fonseca, ne lui donnez pas d'angle. Et le problème pour Fonseca, eh bien on l'a vu sur cette partie, cette jeunesse, cette foudre dans le bras qui n'est pas encore tout à fait digérée, tout à fait maîtrisée, 20 fautes directes en coup droit, il est sur un ratio de 11 coups gagnants, 31 fautes directes, et t'es obligé quand même à un moment donné, contre des profils comme Draper, de jouer avec un peu plus de marge. On l'a vu essayer de viser les lignes à chaque fois, et il a fini par prendre la foudre justement. Et quand les balles restaient dans le cours, de son côté, Draper qui a été brillant en défense, et surtout la défense côté revers, je trouve, il est très très bon, il a une belle main, il sait quel coup jouer, le petit passing dans les pieds, ou alors gratter un petit lob.
très bon dans ce secteur, une belle compacité. Et pour terminer là-dessus, on a assisté à une masterclass de Draper qui a aussi beaucoup varié. Les amortis, ça on sait, il a une magnifique main. Les volumes aussi, mettre beaucoup de balles bombées pour forcer Fonseca à frapper ses missiles à hauteur d'épaule, voire au-dessus, très compliqué. Puis ça te permet aussi pour Draper de remonter sur le court très rapidement et d'enchaîner avec une accélération. Et si le physique tient pour Draper, eh bien je vous le dis, je pense que ce joueur sera top 10 ces prochains mois, je n'ai aucun doute là-dessus. Les doutes, par contre, ils sont nombreux après cette performance de Novak Djokovic, deuxième élimination d'entrée dans un tournoi après son élimination à Doha contre Berrettini, avec un deuxième set, franchement il n'était pas au niveau. Là, on a vu un Novak sur son premier set, je pense que c'est l'un des pires de sa carrière, voilà, il faut le dire comme ça, il a été immonde. Vraiment, j'étais choqué devant ce premier set. Il est à 29% derrière sa deuxième balle sur l'ensemble de la partie. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'il a eu quasiment aucun point gratuit derrière son service. Il fait aucun ace sur l'ensemble du match. Et maintenant, pourtant, Novak, le service, c'est son arme fondamentale. C'est là qu'il articule ses victoires avec son service, avec son +1. VDZ qui n'a fait que relancer. Et en fait, Novak, il a dû ferrailler 2, 3, 4 coups supplémentaires. Et ce qu'on a vu, c'est un Djokovic avec un temps de réaction épouvantable, une coordination œil, main, vraiment lunaire sur le début de la rencontre, il n'était pas forcément concentré. Ici par exemple, Novak qui est l'un des 3 meilleurs relanceurs de tous les temps avec Agassi et avec Connors, là il s'oriente vers un revers. Puis finalement, il va partir sur le coup droit, alors forcément, il est à la bourre. Et ces erreurs de lecture, cette indolence généralisée, on l'a retrouvé dans quasiment tous les secteurs de jeu. Ici, par exemple, c'est un revers de VDZ qui n'a aucune difficulté. Et bien pourtant, on voit un Djokovic qui reste pas bien compact, bas sur la balle pour l'accompagner, qui va se relever beaucoup trop tôt, et une faute directe en longueur. Djokovic qui a multiplié les fautes en revers, en coup droit, partout dans tous les secteurs de jeu. Il y a 13 fautes directes, par exemple, en revers. Ce que j'ai noté aussi, alors même si c'est un petit peu plus livré sur certaines séquences, et notamment au début du troisième, sur la fin du deuxième, c'est à quel point il était parcimonieux sur ses écarts au niveau des jambes, au niveau des défenses en extension, côté revers, avec des blocages, et on reprend l'appui tout doucement. Il voulait pas se livrer, alors est-ce que inconsciemment il a pas envie de trop forcer sur un Masters 1000, mais est-ce qu'il est pas surtout conscient qu'à bientôt 38 ans, il est plus capable d'assumer des défenses en extension pendant des heures et des heures sur une série de matchs comme ça, son corps qui a beaucoup couiné cette dernière année, et il y a la réalité qui lui frappe au visage, c'est que il commence à faire son âge, Novak. On aura eu quand même une petite embellie dans le deuxième set, même si je trouve pas qu'il fasse un deuxième set si génial que ça. J'ai lu pourtant ici ou là, ouais, deuxième set, super réaction. Attendez, tout doucement. C'est juste qu'il s'est mis au niveau, il a fait par exemple des gros kicks ici extérieurs et des +1 pour terminer. En fait, il a un petit peu adapté ses schémas à de la surface terre battue. Ce qui est un tout petit peu rassurant, c'est qu'on a vu aussi un certain niveau d'application et d'implication dans la fin du deuxième set avec un énervement, mais c'est en demi-teinte parce qu'il s'est énervé, il a essayé de s'impliquer, il a essayé au début du troisième de revenir dans la partie, de la tourner, mais il n'y est pas parvenu, et c'est peut-être encore plus inquiétant que d'avoir complètement lâché à ce moment-là. Novak qui va s'accrocher, Novak qui va prendre les cadeaux de Van de Zandschulp à la fin de la deuxième manche, et puis ça je pense que c'est l'image de la journée. Novak Djokovic ulcéré par le soleil, qui met sa casquette de côté, qui va extraire une double faute du coup, parce que VDZ il voit ça, il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce qu'il est en train de troller Novak? Je vous ai parlé des retours de Novak Djokovic en début d'analyse. Novak qui a essayé de moduler sa position, surtout dans le deuxième et dans le troisième, de décrocher, de se rapprocher, et en fait il a jamais su trouver la bonne distance, parce que quand il était collé à la ligne, bien il s'est retrouvé avec des rebonds qui lui prenaient tout de suite dans la tronche, et quand il se reculait, il devait frapper au-dessus de la ligne d'épaule avec un manque de contrôle, beaucoup de décentrage, souvent pas bien placé. Et je vous le disais, le plus inquiétant je trouve dans cette partie, au-delà du premier set qui a été cataclysmique, c'est ce qu'il a tenté de produire au début du troisième. Franchement il s'est livré, hein. On a vu justement à ce moment-là des défenses en extension. Ici il va se faire piégé par un slice qui est anodin, encore une faute directe en revers. Et si vous connaissez bien votre Novak Djokovic, si vous l'avez vu jouer sur quasiment tous ses matchs depuis le début de sa carrière, vous savez que l'amorti c'est un coup un peu paradoxal chez lui, surtout l'amorti de revers, c'est de ce côté-là que les amortis viennent le plus souvent avec Djokovic, c'est que ça peut être un coup où il construit ses victoires, un coup disruptif, mais c'est aussi un coup où tu sens que parfois il a pas envie de combattre en fait. Là par exemple t'es à 1m50, 2 mètres de la ligne, l'amorti de revers c'est pas du tout dans le sens du jeu, elle va sortir d'ailleurs en largeur, c'est trop difficile. L'amorti c'est un coup d'attaque, il faut être le plus souvent à l'intérieur du court pour la distiller. Un autre secteur qui a très peu fonctionné hier soir, c'est la volée. Alors quand je lis, quand j'entends que Novak Djokovic serait un volleyeur all-time,
On a évoqué l'essentiel des éléments, il nous en reste encore quelques-uns pour bien comprendre ce qui s'est passé hier soir, et pour moi, l'un des écarts les plus importants, ça a été la différence d'engagement et de perforation sur les coups droits à hauteur d'épaule. On a vu un VDZ qui a envoyé des missiles sol-sol de ce côté-là, c'était beaucoup plus difficile pour Novak de trouver de l'impact, de trouver des coups gagnants. Une autre réalité, c'est que Djokovic a manqué de percutant et de réalisme sur les points momentum. C'est quelques points dans une partie, 4 ou 5 sur du format en 2-7 gagnant, qui font tourner l'énergie de la rencontre. Et ces points-là, eh bien Novak, il les a quasiment tous perdus la nuit dernière, et c'est encore une amortie totalement lisible, téléphonée, qui va précipiter sa chute. Évidemment, comme on pouvait s'y attendre, énorme célébration de la part de VDZ qui a tiré à peu près la même tête qu'on tire quand on sort des toilettes après une immense diarrhée. Alors pour revenir sur la performance de Djokovic, elle rappelle beaucoup son match contre Nardi l'année dernière à Indian Wells. C'est pas forcément un indicateur de ce qui va se passer cet été, mais je trouve que Novak a de plus en plus de mal à se concentrer, à amener un niveau d'énergie et d'implication suffisant. Et surtout, je sais pas s'il va être capable de jouer pendant encore 2-3 ans, s'il accumule des performances de ce niveau-là, et surtout si ça arrive en grand chelem. Alors encore aujourd'hui, c'est pas vraiment arrivé sur ce format en 3-7 gagnant dans lequel il se livre à fond, où il peut préparer un pic de forme idéal. Il y a eu beaucoup de blessures sur les derniers grands chelems, ça a surtout été ça. Mais au niveau mental, au niveau physique, on sent que tout est en train de chuter progressivement. Alors est-ce qu'on est sur la fin de Novak Djokovic? Je pense qu'il faut attendre quand même cet été pour voir ses réactions, et notamment à Wimbledon où il aura de très grandes chances de s'imposer. Après, l'horloge, comme tout le monde, elle tourne pour Novak Djokovic, il a bientôt 38 ans, et est-ce qu'il a encore au fond du bide ce feu pour aller chercher encore un grand titre alors qu'il a terminé le jeu, qu'il a fini le DLC? Eh bien, c'est la grande question qu'on se pose en ce 9 mars. On se termine avec le coin prono sponsorisé par Winamax. Vous avez un lien dans la description, jusqu'à 100 € de free bet pour toute première inscription sur le site de paris sportif de la Leyenda. Offre, attention, j'insiste là-dessus, c'est très important, réservé aux adultes 18 ans et plus, et ne pariez simplement des sommes plaisir, jouez pour le plaisir. Le Griekspoor Petchi, j'ai juste la petite réserve sur Griekspoor au niveau physique, on l'a vu un peu fatigué sur la fin de son match contre Zverev, mais les conditions a priori n'avantagent pas trop Petchi Perinka dans le désert californien, donc je comprends la cote à 1,58. Cameron Norrie qui a retrouvé des couleurs dans son tournoi favori, mais on va quand même partir sur Tommy Paul. On déroule notre câble. J'ai aussi envie de croire en Stefanos Tsitsipas à 1,66 qui a retrouvé, comme on l'a dit, comme on l'a analysé, de sa superbe. J'ai adoré son tournoi à Dubaï. Rune Humbert, du coup j'aime bien les conditions pour Rune, du gros rebond, un peu lent, ça correspond pas trop aux qualités d'Hugo. Et après tu vas me dire, Rune il a pas des résultats transcendants depuis le début de sa carrière sur dur externe, mais je trouve que c'est un peu plus un flip que la cote ne le reflète. Donc pour la cote, et vraiment pour la cote, on partirait sur Holger Rune. Et on va se terminer avec Musetti contre Arthur Fils. Musetti c'est parti dans tous les sens contre Safiullin, vous avez vu le match au début du 3e avec beaucoup de breaks. Arthur Fils qui nous a rassuré contre Diallo, même si bon, c'était Diallo et le Canadien était un petit peu quand même émoussé physiquement, mais on a retrouvé un bon Fils avec cette grosse axelle en coup droit qu'on apprécie. Je pense qu'il y a un gros match à jouer, et je pense que Arthur Fils va s'imposer. On se retrouve demain dans le mag, mardi également dans Sans Filet, et puis très vite la semaine prochaine pour continuer nos aventures sur cette digest d'Indian Wells. J'ai été très heureux de vous retrouver sur cette vidéo, et on se revoit très vite les bouts des îles.